Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Une nouvelle semaine de Sguard où nous accueillons aujourd'hui Stéphane Sbradja. Bonjour. Bonjour. Adjoint au maire d'Ajaccio, premier adjoint au maire d'Ajaccio en charge des finances. On va parler d'actualité tout au long de cette semaine et on va démarrer avec une actualité dont vous allez parler vous-même ce soir en conseil municipal. Il s'agit du PLU, le plan local d'urbanisme, un document important qui va être débattu ce soir au conseil municipal. On en est où de ce PLU, des critiques qui avaient été portées sur ce PLU et des choses qui ont pu être modifiées en cours de rédaction? C'est un processus qui a débuté depuis 2015, hein. C'est vrai que c'est un travail qui se fait sur le long terme et qui est éminemment subversif puisqu'il fait, il est le document réglementaire d'aménagement du territoire avec quelques soubresaut qu'il y a eu quelques années, et puis un discours derrière autour de la façon dont on va progressivement faire muter ce territoire, notamment en termes de construction, d'hébergement, et puis plus largement de la vision en fait de ville et de territoire que nous voulons pour Ajaccio. Alors, on arrive à la fin du processus, hein, puisqu'il s'agit en fait de procéder en fait au vote, puisque toutes les enquêtes préalables ont été réalisées. On a tenu compte d'un certain nombre d'observations au cours de ces enquêtes publiques, puisque ce document a fait l'objet de plusieurs amendements, de plusieurs modifications. Donc voilà, il y a bien une phase de dialogue avec la population et les parties prenantes, je dirais, à l'élaboration de ce document. Ça sera l'occasion aussi peut-être de tordre le cou aussi à des rumeurs, à des fantasmes, à de fausses affirmations, voilà, et puis d'expliquer un certain nombre de choses, parce qu'on a pu voir ici et là quelques levées de boucliers sur des projets où chacun peut avoir son avis, mais il est important de resituer ce que c'est qu'un PLU. Un PLU, c'est un document réglementaire, une compilation de règles qui est opposable, qui d'ailleurs est élaborée à partir aussi de critères dictés par la loi, de normes qui s'imposent directement au-dessus de lui, je pense notamment au PADUC, donc c'est déjà une mise en conformité. Une mise en cohérence aussi par rapport à l'ancien PLU, parce que l'ancien PLU était élaboré par une autre équipe municipale qui avait une vision de ville, et l'équipe municipale actuelle en a une autre, puisque je rappelle que dans ce PLU, qui est là le volet uniquement réglementaire, est adossé à un autre document qui s'appelle le plan d'aménagement et de développement durable, qui est en fait la retranscription de la vision politique de l'actuelle majorité sur le territoire, que ce soit en termes de développement économique, d'hébergement, de préservation du patrimoine paysager ou du patrimoine plus large de la ville, et comment on entend mettre en avant en fait les forces d'un territoire pour pouvoir assurer le bien vivre et le bien-être sur ce territoire. Alors, vous parliez justement de ces commentaires qui sont faits autour de ce PLU. Vous les avez qualifiés de fantasmes. Pourquoi? Bon, déjà, alors, on nous dit, enfin, la critique principale qui revient, c'est qu'en fait, on est nous sommes les promoteurs ou les amis des promoteurs, puisque nous soutenons, je dirais, des constructions à outrance. Bon, d'abord, les constructions, parce que la critique qui revient souvent, c'est ces fameux 4000 logements qui ont été réalisés sur une période de 6 ans, entre 2013 et 2019. Bon, je rappelle qu'ils ont été autorisés sur la base de l'ancien PLU. Et quand un propriétaire a un terrain et qu'il a des droits à construire, c'est un droit qui est opposable. Si la collectivité venait à interdire une construction sur un terrain dont le règlement, le zonage autorise cette construction, c'est une atteinte à son droit de propriété qui d'ailleurs pourrait faire l'objet d'un recours et aboutir in fine à une condamnation de la collectivité qui serait dans une situation d'abus de droit puisqu'elle ne respecterait pas les droits du propriétaire. Nous au contraire, on a dans ce PLU réduit au moins de 70% les droits à construire. On a mis en place un certain nombre de périmètres pour faire en sorte en fait que la collectivité retrouve un petit peu ses prérogatives d'aménageur. Nous sommes tout à fait conscients des dérives en matière d'urbanisme qu'il y a eu, que ce soit l'urbanisme commercial ou l'urbanisme d'hébergement pendant des années. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu mettre en place un certain nombre de garde-fous
parce que nous voulons avoir une maîtrise, un développement maîtrisé de notre territoire. Je pense notamment aux outils comme les périmètres en attente d'aménagement, ce qu'on appelle par exemple le PAPAG, qu'on a pu mettre dans la zone sur le terrain de la Miséricorde, puisque l'hôpital va se déplacer. Il est question de créer demain un écoquartier. Et il ne s'agit pas de donner une feuille blanche à un promoteur où il construirait ce qu'il veut comme il entend, mais au contraire de définir une forme de cahier des charges. Cahier des charges d'ailleurs où la population peut être invitée à émettre, je dirais, des avis. C'est la raison pour laquelle sur des grands sujets complexes, on ouvre ce qu'on appelle des concertations publiques, on l'a vu pour la citadelle. Et donc l'idée, c'est effectivement d'apporter un certain nombre de garanties pour éviter les dérives qu'on a connues cette année, c'est-à-dire de construire X logements et puis après de se poser la question, après et un peu trop tard, de l'accessibilité, des équipements publics autour, etc., etc. Donc on est exactement dans une démarche totalement inverse. On a évité aussi ce qu'on appelle l'étalement urbain pour protéger aussi les zones naturelles, les zones agricoles, puisqu'on a augmenté les zones agricoles de 111 hectares, les zones naturelles aussi de 272 hectares. Donc on est bien, je dirais, au contraire des critiques que l'on peut nous adresser, non à l'étalement urbain, et un développement du territoire qui soit parfaitement maîtrisé, et donc de redonner à la puissance publique ses prérogatives d'aménageur. Critique de l'opposition municipale de gauche. Ce document, finalement, vous l'avez présenté un petit peu de manière trop prompte. Donc un document volumineux dont l'opposition n'a été destinataire que très peu de temps avant ce conseil municipal qui se déroulera ce soir. Pas le temps de l'étudier, pas le temps de travailler là-dessus. C'est une critique qui est faite par l'opposition municipale de gauche qui pourrait être rejointe aussi par l'opposition nationaliste. Bon, d'abord, le PLU, ce n'est pas un document qui sort d'une boîte le soir d'un conseil municipal et on découvrirait ce document volumineux ce soir même. C'est quand même le résultat d'un long processus précédé d'enquêtes, de réunions préalables. Donc c'est une Entre construction... l'enquête publique et le nouveau document, il s'est passé quand même des choses, vous l'avez dit dans la première partie de cette édition. Il y a eu plusieurs échanges, il y a eu des réunions d'information, il y a eu un certain nombre d'ateliers qui ont été mis en place, donc un certain nombre de rendez-vous qui font que ce document, et c'est normal c'est un document qui est complexe et qui s'inscrit dans une durée, et puis qui fait l'objet au fur et à mesure de ces réunions d'amendements, puisque nous tenons compte des observations. Il ne s'agit pas en fait d'élaborer un document enfermé dans une pièce où 2 ou 3 personnes auraient déjà une vérité empirique arrêtée et ce ne serait pas des observations que pourraient exprimer les personnes publiques ou plus largement la population. Donc j'imagine que l'opposition fait partie des citoyens aussi, donc ils ont été très naturellement associés. Plus de 70 rapports votés ce soir, dont le PLU, dont les finances entre 2019 et 2020, les fameux 25%. C'est ce que dit l'opposition, ça fait beaucoup pour traiter des dossiers importants. Oui, il y a des séances... l'opposition aujourd'hui est bien placée pour l'évoquer. Moi-même, quand j'étais dans l'opposition, j'ai pu assister à 2 ou 3 conseils municipaux en un mois, avec des dossiers tout aussi importants. Donc nous, c'est le premier conseil municipal, parce que l'actualité du PLU alourdit, entre guillemets, cet ordre du jour. Bon, les autres rapports ne sont pas du même poids ou du même volume, on va dire, même s'ils sont tout aussi intéressants. Mais oui, c'est une séance de travail qui est importante, mais je rappelle qu'il y a des commissions communales qui précèdent la tenue d'un conseil municipal, qui sont là aussi des moments d'échange et qui permettent aussi de pouvoir discuter des rapports que nous allons présenter en conseil municipal, parce qu'après en conseil municipal, c'est un peu simplement la restitution et puis le vote. C'est pas là où on travaille. On a travaillé un peu avant, dans les commissions notamment, et puis dans les autres réunions que j'ai évoquées. Donc c'est pas la grande découverte des rapports le jour J, bien sûr. Mais ils le savent très bien, puisqu'ils ont été aux affaires pendant des années, donc ils savent très bien de quoi on parle. Ce PLU, vous disiez, en fait, c'est la vision réglementaire. Quelle est la place pour le politique dans cette vision réglementaire ? Alors le PLU, c'est effectivement en fait une compilation de règles, on va dire contraignantes, qu'elles soient légales ou supracommunales, comme par exemple le PADUC. C'est plutôt à travers, je dirais, le document qui est adossé à ce document réglementaire, à savoir le plan d'aménagement de développement durable, où on peut lire en fait la vision politique d'aménagement d'un exécutif municipal, quel qu'il soit. Alors, la chance, entre guillemets, que nous avons eue, malgré une actualité un petit peu parfois rebondissante,
c'est que nous avions, nous, à notre prise de fonction, déjà eu, je dirais, on était très sensible, je dirais, à la question de l'aménagement. Donc on avait préalablement réfléchi en fait à l'idée que nous nous faisions, nous, de l'aménagement de notre territoire à travers l'élaboration du projet urbain de la ville d'Ajaccio. Et ensuite, on a eu à construire le cadre réglementaire en fait de cette politique d'aménagement. Et c'est souvent exactement l'inverse que l'on fait, puisque la plupart du temps, on fait du réglementaire, donc en fait, on s'enferme et on réfléchit après la façon dont on voudrait aménager. Donc on a eu à mener, je dirais, ces deux réflexions de manière simultanée. On arrive en fin de process. Je rappelle que la ville d'Ajaccio est engagée dans un processus Action Cœur de Ville qui est quand même la retranscription à grande échelle du projet urbain de la ville d'Ajaccio, de son projet d'aménagement, et on arrive en fin de mandat avec finalement un PLU qui va venir encadrer et donner en fait un support réglementaire à la façon dont nous entendons aménager notre territoire. On parle d'un sujet brûlant qui concerne toute la Corse et bien évidemment Ajaccio et la communauté d'agglomération du pays ajaccien. C'est la thématique des déchets. On a vu grosse crise des déchets. Laurent Marcangeli, il l'a annoncé en fin de semaine dernière avec ces mises en balle aussi qui sont proposées à d'autres territoires que la CAPA. Aujourd'hui, c'est une situation compliquée. Il y a des centres de tri qui ne veulent plus enfouir et on peut les comprendre pour Vigianel ou pour Prunel et qui accusent les grandes communautés d'agglomération, Ajaccio et Bastia, d'être les plus grands fournisseurs de déchets mais de ne pas proposer de solutions sur leur territoire. Oui, alors c'est sûr que c'est pas au moment des crises où, enfin quand on est au milieu de la crise où c'est pas forcément la meilleure des situations, en tout cas la plus propice pour expliquer aux citoyens, et un citoyen qui est déjà, je dirais, à mon avis, lassé depuis longtemps, d'entendre en fait des responsables se renvoyer la balle, c'est le cas de le dire, sur un sujet qui est un sujet de société qui est de plus en plus prégnant, parce que derrière, il y a aussi des enjeux de transformation, de mutation, un petit peu tout simplement aussi de la façon dont on entend demain vivre en collectivité. Et on voit bien à travers ce sujet l'incapacité institutionnelle, politique, quels que soient les courants pendant des années, à finalement adopter, à partir d'un constat partagé, un plan d'action qui permet effectivement de sortir et en tout cas d'arrêter de se retrouver finalement systématiquement au pied du mur et de se renvoyer la balle. Bon. Alors, la question des déchets, c'est vrai que sur ce point-là, sur ce sujet, il y a plusieurs parties prenantes et on n'y voit pas toujours clair. D'ailleurs, on parle de la CAPA, le CIVADEC, c'est pas forcément clair pour tout le monde. Bon, la communauté d'agglomération, les communautés d'agglomération, elles ont des compétences en matière de déchets, notamment sur la collecte. La question du traitement, elle relève, en l'occurrence, dans notre domaine du CIVADEC. Alors derrière, c'est le modèle en fait de gestion dont il s'agit. Comment on va absorber d'abord ces volumes, parce qu'on arrive finalement à une réflexion un peu tardive, parce qu'on n'a pas anticipé un certain nombre de choses. Pour ce qui concerne la communauté d'agglomération du pays ajaccien, elle a beaucoup travaillé sur les questions de prévention, de sensibilisation au tri. D'ailleurs, on a des résultats aujourd'hui sur le tri et la valorisation. Où nous avons augmenté le taux de tri sur notre territoire, puisque les chiffres ont été publiés. Les campagnes de sensibilisation sur les emballages, sur évidemment la multiplication des points d'apport volontaires, la suppression des bacs dans les rues, etc. Mais c'est un signe, la collecte au porte-à-porte, la question aussi des fermenticibles, etc. Ça a été traité. Il y a des actions qui ont été mises en place et il y a des résultats aujourd'hui au niveau de la communauté. Les collectes en porte-à-porte, ça fonctionne. On entend des gens dans l'hypercentre dire finalement on n'a pas les outils nécessaires pour ça. On n'est pas arrivé, je dirais, au bout. Par contre, il faut objectivement observer des résultats positifs qui sont encourageants, mais il faut pas baisser la garde. On note souvent, parfois, effectivement, un déficit d'information. Il faut pas faire l'économie c'est pour ça qu'on a mis en place des ambassadeurs du tri qui vont régulièrement à la rencontre des commerçants, des citoyens, etc., pour rappeler comment ça se passe en termes d'horaire, quels sont les différentes filières, quels sont les services que l'on peut
appelés pour tel ou tel sujet, etc. Donc il faut faire une véritable propagande à ce sujet parce qu'il s'agit en fait progressivement d'édicter une nouvelle règle, une nouvelle norme en société. Donc il faudra prendre le temps qu'il faudra pour que les gens en fait comprennent en fait qu'ils ont un intérêt, qu'il y a les moyens sont mis en place pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Et la communauté d'agglomération du pays ajaccien est une force aussi de proposition dans le champ de ses compétences, indépendamment, je dirais, de la gestion de crise, dont on parlera certainement ces prochaines minutes, mais elle a proposé aussi un centre, une unité de tri et de valorisation mixte pour justement encourager et progresser encore sur ce tri, parce que voilà, il s'agit de trier et de valoriser pour enfouir le moins possible. Voilà, c'est évident. Alors après, où est-ce qu'on en est? La collectivité de Corse avait donné un avis favorable? Alors, le plan régional doit être révisé pour intégrer, parce que ça, c'est la compétence de l'élaboration du schéma au niveau régional, c'est une compétence de la collectivité de Corse. Donc nous avons fait la proposition de cet équipement. Pour qu'il soit accepté, il faut faire une modification du plan régional des déchets. Donc il est en cours de révision. Bon, il ne s'agit pas de créer un incinérateur, il s'agit de faire de la valorisation environnementale, on va dire. Écoutez, j'espère que le cahier des charges chez nous, il est prêt. Le terrain pour accueillir l'équipement, il est prêt. Le modèle, il est prêt. Bon, les financements également. Après, il n'y a plus qu'à, je dirais. Mais bon, la compétence réglementaire, elle dépend de la collectivité de Corse. Bon, à un moment donné, il va bien falloir qu'on se mette d'accord. Parce que sinon, on fera toujours tout le temps de la gestion de crise. C'est pas le but non plus. Donc, à un moment donné, il faut qu'on puisse être en capacité aussi de répondre de manière anticipée sur des sujets qui concernent tout le monde, quoi. On parlait de cette problématique des déchets. On a évoqué cette gestion de crise. Le maire d'Ajaccio l'a évoqué en fin de semaine dernière aussi, avec cette mise en balle qui est proposée à tous les territoires un petit peu limitrophes de la CAPA avec lesquels vous travaillez. Oui, tout à fait. Le maire l'a rappelé. Il a fait application en fait du principe de solidarité. Une convention qui a été signée entre les communautés, on va dire, proches, pour effectivement, puisque je rappelle que la CAPA dispose donc des sites au niveau foncier des sites de Saint-Antoine et dispose d'équipements, les presses à balles, on est toujours en état de fonctionnement, qui permettent effectivement. Alors, ce n'est pas la CAPA directement qui traite, puisque c'est une compétence de traitement, donc il y a un transfert de compétences pour la gestion de crise qui est opéré au profit du CIVADEC. Mais voilà, la communauté d'agglomération, elle joue son rôle pour répondre, je dirais, à cette situation de crise qui, encore une fois, il faut la gérer parce qu'elle est là. Il faudra bien, après, prendre des mesures pour éviter de se retrouver, je dirais, toujours au même niveau. Et donc là, il y a effectivement cette convention. La capacité de mise en balle, elle ne sera pas utilisée pleinement, parce que là aussi, ça sera encadré. Il y a des objectifs. Pour ce qui est des communes, sur 150 tonnes, je crois que c'est 50 tonnes qui seront autorisées. Bon, après, il y a les modalités de transfert, parce qu'une fois que c'est mis en balle sur site, il faut après les stocker. Donc, il y a des accords là aussi sur les sites de ces territoires sur lesquels on stockera après ces balles. Bon. Voilà, le président de la communauté d'agglomération a pris ses responsabilités face à cette inertie un peu répétée, dont tout le monde peut malheureusement s'accorde à observer, je dirais, le résultat. On est sur des clauses de revoyure tous les 3 ans, on verra ce qui se passe, on verra ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on est toujours la même situation. Donc aujourd'hui, il faut répondre, je dirais, à cette urgence sociétale. Et c'est le sens des propos de Laurent Marcangel sur le sujet en tant que président de la CAPA. Qu'est-ce que vous répondez au territoire, même si, bien évidemment, on a compris que la compétence de valorisation et d'exploitation de ces déchets n'était pas des communautés de communes ou des communautés d'agglomération, mais qu'est-ce que vous répondez aux territoires comme Midjanel qui disent, finalement, les grands centres urbains, ce sont les principaux pourvoyeurs de déchets et ils ne trouvent pas de solution à ça?
D'abord, il faut bien expliquer comment est organisée la répartition des compétences en matière de déchets. Je pense que visiblement, c'est alors deux choses l'une. Soit ils ne savent pas, soit ils sont de mauvaise foi, mais enfin dans les deux cas, je trouve que c'est pas très correct vis-à-vis des citoyens. Je pense qu'il faut à un moment donné avoir un discours aussi responsable, de dire bon voilà, qui doit faire quoi. Ensuite, voilà, toutes ces parties prenantes, chacun doit jouer son rôle, parce qu'à l'arrivée, de toute manière, ça concerne tout le monde. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit vu d'un bon œil par un responsable politique qui passe son temps, je dirais, à pointer du doigt la responsabilité chez l'autre. Moi, ce que je constate, c'est que au niveau de la collectivité de Corse, on est souvent sur des prises de position qui se sont avérées plutôt utopistes. On est tous d'accord pour le tri, mais à un moment donné, il faut aussi avoir un principe de réalité parce que le plan d'action que l'on met en place, il faut qu'il aboutisse à des choses concrètes. Est-ce que la collectivité de Corse, par exemple, a donné les moyens à la CAPA d'organiser ce tri ? Écoutez, pour l'instant, on a plutôt en face de nous une inertie. On nous oppose plutôt une inertie parce que nous, on est souvent dans force de proposition. Et en retour, on n'a pas, je dirais, forcément le même élan pour permettre... alors, on nous oppose après... on peut avoir des visions... on va dire différentes, mais à un moment donné, du débat, de l'échange, il faut qu'une solution intelligente sorte. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, entre guillemets, c'est que lorsqu'on oppose, je dirais, des arguments qui sont quand même assez souvent éloignés des réalités, parce qu'il y a quand même du vécu, il y a quand même des expériences. Nous, on voit quand même des résultats en matière de tri, on a quand même des résultats, mais ils sont pas... on passe pas, je dirais, d'un mode de consommation ou de fonctionnement du jour au lendemain avec un coup de baguette magique, y compris même si on le dit tous les jours sur les ondes radio ou télé ou autre. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut effectivement, nous, responsables, donner les moyens en fait, à une population d'accompagner ce changement, de montrer nous-mêmes qu'on est convaincus, mais si en face de la population voit que les différents responsables politiques sur le sujet ont des discours complètement différents, à un bon moment on peut comprendre qu'il y ait une adhésion et puis qu'il y ait à un moment donné ces réactions. Alors il faut mettre de l'ordre, il faut mettre un petit peu de clarté, mais je ne suis pas sûr qu'à chaque fois, en pointant du doigt chez l'autre... On l'a un petit peu évoqué en début de semaine à travers le PLU. On va parler aujourd'hui plus précisément d'aménagement urbanistique, d'aménagement commercial aussi au sein de la ville d'Ajaccio. Vous nous avez dit vous inscrire totalement en faux face à ce que vous définissez comme des rumeurs. La majorité de Laurent Marcangeli ne veut pas construire à tout crin, ne veut pas aménager à tout crin. Il y a une notion de préservation aussi. Même si de nombreuses constructions ont vu le jour, ça, on ne peut pas le nier. Oui, c'est vrai. Et il y a eu, avec les paradoxes qu'il y a, je rappelle que la ville d'Ajaccio, c'est une ville sous tension en termes de logement. Elle ne répond pas, je dirais, à ses obligations de livrer sur son territoire un quota, un seuil de logements sociaux. Donc il y a eu effectivement une offre de logement, mais qui ne correspond pas toujours aux besoins d'un territoire, parce qu'il y a encore des personnes qui ont des difficultés à accéder à la propriété, à se loger. Donc force est de constater que ça correspond, je dirais, à un développement urbain qui n'est pas totalement maîtrisé. Donc nous, notre souci, et c'est le rôle d'une collectivité, c'est de mettre en place des garde-fous, de bien comprendre les besoins de son territoire, de procéder à des rééquilibres, parce qu'on a vu un développement très important sur l'est de la ville, qu'il soit en matière de logement ou d'urbanisme commercial, et au contraire, une autre partie du territoire qui s'est moins développée. Donc ça crée après des disparités, des tensions même entre quartiers. La façon dont aussi on construit les formes urbaines, tout ça, ce sont des problèmes qui peuvent venir les années suivantes. Donc on n'est pas là uniquement pour réfléchir sur ce que l'on fait aujourd'hui, mais on est là aussi pour préparer l'avenir et pour avoir le souci de ce qui se passera demain. Et surtout quand on a effectivement vu un territoire qui s'est développé sans se soucier de la façon dont après on allait faire connecter les quartiers les uns aux autres, comment on allait améliorer les mobilités internes, que ce soit les flux de circulation, la question du stationnement, les formes urbaines, on en a parlé, et surtout après voilà, et les équipements, l'accessibilité. On voit par exemple sur l'est de la ville un équipement pas des moindres, le futur hôpital d'Ajaccio, dans une zone qui est déjà densifiée, puis pas en amont, on n'a pas forcément, je dirais, anticipé les questions d'accessibilité. Ça crée quand même de gros problèmes. Donc sur ces points-là, il fallait changer de paradigme. Donc ce PLU, parce que les constructions dont on parle, elles ont été faites sous l'empire d'un autre PLU qui était élaboré par une autre majorité politique, qui, donc ce PLU, je le rappelle, il confère des droits.
Donc quand vous avez des demandes qui sont faites sur la base de ces autorisations-là, vous ne pouvez pas les refuser, sauf à vous exposer, je dirais, à un risque contentieux qui peut demain aboutir à des condamnations très lourdes pour la collectivité. Donc justement, nous avons refait un PLU pour tenir compte de ces expériences, voilà, qu'est-ce qu'il y a de bon et de moins bon, et donc d'y apporter des mesures correctives pour ne pas reproduire, je dirais, les erreurs, et d'un autre côté, de permettre aussi des améliorations substantielles. C'est le but de ce PLU. Donc voilà, nous, dans ce nouveau PLU que nous allons adopter, nous adossons aussi notre volonté politique de faire l'aménagement autrement. Capodifen. Capodifen, il y a un processus Alors, on a mis les pieds dans le plat, parce qu'on ne peut pas ignorer qu'il y a une zone qui s'est développée, qui n'était pas traitée, très clairement, parce que on peut considérer que c'est une zone de non-droit. Mais en revanche, on ne peut pas tolérer que sur le territoire dont on a la responsabilité, il y ait un développement urbain qui s'opère sans qu'on en ait la maîtrise. D'abord parce que ce n'est pas ce qu'on peut appeler une gestion de bon père de famille. Et alors il y a un choix qui a été fait aussi, parce que le maire a décidé de ne pas raser Capodifen, mais au contraire de régulariser un certain nombre de choses. Puis voilà, parce que c'est un quartier qui s'est développé, donc il faut en tenir compte. Donc on est rentré dans un processus en fait de régularisation. Ça fait plusieurs mois que nous travaillons dessus. Nous avons rencontré les résidents. Nous sommes en train de proposer, je dirais, un modèle pour effectivement permettre un développement là aussi qui sera parfaitement maîtrisé et régulariser l'existant, parce qu'il n'y a pas que il y a beaucoup de gens qui vivent à l'année là-bas, donc il faut pouvoir. C'était la solution, cette régularisation. Elle a été mal comprise par bon nombre d'associations, par bon nombre de personnes qui n'habitent pas là-bas aussi. Finalement, on a construit, même si c'était pas forcément autorisé, et puis du coup, c'est régularisé. C'est un choix, parce qu'il y a une... Alors c'est fait en discussion avec les services de l'État, où on a très clairement, voilà, on a pris acte d'une réalité qui était qu'il y avait beaucoup de gens qui vivaient à cet endroit. Donc c'est pas d'arriver de dire on va venir avec des camions et tout raser. C'est pas l'option que nous avons choisie. Nous avons pris l'option de régulariser, mais de disposer aussi pour l'avenir, parce qu'il faut arrêter aussi quelque part cette forme d'hémorragie, c'est-à-dire de construire un peu n'importe comment. Et puis c'est un site protégé aussi, donc il y a quand même des choses qu'il fallait régulariser. Donc on a fait ce choix-là de dire, mais voilà, aujourd'hui il y a un hameau qu'il faut gérer aujourd'hui, puisque c'était pas le cas jusqu'à présent. Donc c'est le choix que le maire a fait, ce qui ne veut pas dire que reprendre le dossier en main, entre guillemets, c'est une manière aussi de dire nous disposons aujourd'hui, on gère ce qui a été le résultat d'un passé chronique, avec des choses bien et là aussi moins bien, mais pour l'avenir, maintenant, au moins, on aura un support réglementaire qui nous permettra de dire oui ou non. Voilà. Alors que là, on n'avait pas la maîtrise, quoi. C'est pas la porte ouverte à toutes les fenêtres. Absolument, voilà, c'est tout à fait ça. On va parler d'aménagement commercial, et notamment d'aménagement commercial dans le centre-ville, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On vous a vu communiquer là-dessus. Alors comment est-ce qu'on redynamise un centre-ville alors qu'il y a des grandes constructions qui ont lieu à l'extérieur? Il y a 2 grands centres commerciaux qui ont poussé sur une commune limitrophe. Comment est-ce qu'on sauve les meubles ? Alors déjà, il était l'axe de redynamisation commerciale du centre-ville, c'est un des axes stratégiques de notre projet urbain. Donc c'est un sujet qui est éminemment qui est au centre de nos préoccupations. C'est la raison pour laquelle nous avons très rapidement doté l'organisation communale d'un service dédié, puisque nous avons créé le service de la direction du commerce et de l'artisanat, qui tout de suite a voulu se doter des outils d'observation de la typologie commerciale en centre-ville, c'est-à-dire combien il y avait d'unités commerciales, quelles étaient les formes de commerce en centre-ville, pour comprendre en fait le commerce en centre-ville et voir un petit peu comment il pouvait réagir par rapport à un phénomène que beaucoup de villes moyennes comme Ajaccio ont connu, c'est-à-dire cet urbanisme commercial un petit peu non maîtrisé qui a engendré des difficultés d'équilibre entre des cœurs de ville et les périphéries urbaines. Alors la ville d'Ajaccio, elle a un centre commercial qui, contrairement à une idée reçue, il ne se meurt pas. Il y a beaucoup de commerces qui ferment. Alors, il y a beaucoup de commerces qui ferment parce qu'il y a en réalité un turnover qui est assez important, qu'il fallait expliquer. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, mais il est important, avant de se projeter, de bien comprendre d'où on part. Parce que j'entends souvent les mêmes discussions sans véritablement chercher à comprendre, et c'est un petit peu pernicieux, parce que si vous comprenez mal les phénomènes du présent, vous allez avoir du mal, je dirais, à bien ajuster ce que vous entendez corriger pour l'avenir.
De 2016 à 2019, les cellules commerciales Ajaccio ont augmenté. Plus 87 magasins qui ont ouvert en plus en centre-ville. Ce n'est pas le signe d'un commerce donc, qui se meurt, en tout cas sur un plan quantitatif. En revanche, quand on a fait l'étude de l'offre commerciale en centre-ville, on s'est rendu compte qu'il y avait des segments commerciaux qui étaient surreprésentés. La restauration, les bars, notamment, qui étaient notamment créés pour la saison, et puis après c'est le rideau en fer en hiver, etc. C'est 30% de l'offre commerciale, quand dans les villes de même strate c'est à peu près 20%. Et au contraire, il y avait des segments commerciaux qui n'étaient pas représentés. Donc à partir de ce constat, on a mis en place un plan d'action pour voir un petit peu comment le commerce de centre-ville pouvait définir en fait une identité qui serait propre, non pas en opposition par rapport à ce qui s'est développé en périurbain, mais en complémentarité, c'est-à-dire en fait quel peut être l'avantage concurrentiel d'un centre-ville, qu'est-ce qu'il peut proposer d'innovant, de particulier pour faire en sorte qu'on vienne en centre-ville et trouver des choses qu'on ne trouverait pas ailleurs. C'est l'exemple du commerce éphémère, des boutiques éphémères que nous avons soutenues, sur lesquelles nous avons fait une première restitution à la fin de cette saison, puisque nous avons favorisé avec la SPL M3E l'installation de commerçants d'art, ils sont à peu près une dizaine. La ville a apporté un fonds immobilier pour pouvoir solvabiliser les coûts de fonctionnement, parce que c'est un commerce particulier. Et comme c'est une des pistes en fait que nous entendons développer un petit peu dans le territoire, notamment à la Citadelle, eh bien nous avons fait cette expérience qui a donné des résultats très encourageants, verbalisés d'ailleurs par les principaux intéressés, puisque nous avons fait une conférence de presse à ce sujet il y a quelque temps. Donc voilà, c'est une manière aussi de venir compléter en fait une offre commerciale. Après, il faut comprendre aussi les phénomènes. Il y a des mutations qui touchent en fait la planète entière. Quand vous voyez ce que représente le e-commerce, ce sont des événements qui touchent, qui affectent et qui altèrent et qui nous obligent aussi à repenser un petit peu la façon dont nous devons nous comporter et comment on peut faire évoluer l'offre commerciale. Après, tous les sujets sont combinés. Évidemment, il faut améliorer les conditions d'accès en centre-ville. Quand on fait de l'événementiel ou qu'on dote le territoire d'équipements culturels, c'est faire en sorte qu'on ait envie de vivre à Ajaccio, qu'on a envie de passer du moment. Puis je rappelle juste un petit sujet. La place camping avec la halle 2400 m² de commerce de proximité, c'est un signe fort que la municipalité donne au territoire, 6 millions d'euros investis pour justement booster le commerce de proximité et donc le commerce de centre-ville. Plus 87 créations. Il y a 87 cellules commerciales en plus depuis 2016. Il y a eu donc vous comptez le turnover, parce qu'il y a des magasins effectivement qui ont fermé boutique, mais d'autres qui ont rouvert derrière. Le différentiel est de 87. Et le différentiel est positif. Donc en fait, il n'est pas neutre. On aurait pu avoir une stagnation, voire une diminution quantitative, mais in fine, en fait, dans le rapport, on a plus de commerce et on voit donc aussi sur des segments pauvres, services à la personne notamment, des commerces proximité, dont je vous ai parlé, commerce d'art, etc., nouveaux qui viennent s'installer, et dans des zones qui font l'objet de redynamisation. Quand on regarde le périmètre autour, par exemple, de la place camping, on voit qu'il y a des investissements qui ont lieu, parce qu'en fait, les commerçants, les futurs commerçants, parient un petit peu aussi sur la façon dont la ville aujourd'hui est en train de changer. Parler justement de ces élections municipales, vous rempilez aux côtés de Laurent Marcangeli. Oui, je me fais l'honneur de C'est pas le scoop, hein. Ah bon, voilà, donc c'est un non-événement. Ouais. Non, j'ai pas dit que c'est un non-événement, mais c'était connu depuis longtemps, puisque vous accompagnez Laurent Marcangeli depuis longtemps maintenant. Oui, absolument. D'ailleurs, il m'a pas demandé mon avis. Mais oui, écoutez, c'est un petit peu dans la logique, en fait, dans la continuité, puisqu'on a l'habitude de dire entre nous que le premier mandat est un premier mandat de fondation, qui a donné quelques illustrations en fait de l'édification et des métamorphoses que nous voulons que nous entendons mener avec les Ajacciens et les Ajacciennes pour les prochaines années. Donc le second mandat est un petit peu en fait une manière aussi de prolonger ça et de transformer, on va dire, l'essai, quoi. Bon, parce que sur des sujets de projets d'aménagement, ce sont des temps qui dépassent les temps politiques. On voit que l'exemple de l'aménagement comme la Citadelle, il faut mûrir ça, et ça dépasse quand même un mandat, quoi. Un mandat, c'est très court sur le temps politique, n'est pas le temps de l'aménagement, comme on dit.
L'effritement de la majorité municipale, il y a eu quelques départs. Comment vous l'avez perçu, vécu? Alors l'effritement, quand on voit que dans son ensemble, je dirais, on voit aujourd'hui les différents adjoints se livrent à un travail de restitution de leur délégation sur les dernières années. La plupart sont pressentis pour être reconduits. Donc il y a, c'est un petit peu, d'abord ça illustre effectivement un travail très important qui a été réalisé, qui a pour la grande partie un principe de loyauté et de continuité qui est préservé. Alors après, pour ce qui est des cas que vous subodorer, y a pas, pour certains, il n'y a pas de grande surprise, hein, c'est plutôt même un style. J'ai cru même entendre l'appellation de liste qui s'appelait Ajaccio change de visage. Bon, mais c'est un petit peu une marque de fabrique de changer de visage pour certains, mais après, pour le reste, ouais, c'est bien aussi qu'il y en a qui n'ont pas été reconduits aussi, hein, parce que bon, ils sont pas tous claqués la porte, hein, il y en a qui ont pris la porte aussi, donc parce que le maire donne une feuille de route, et puis après on évalue, quoi. Bon, pas bon, voilà, et puis ça se fait comme ça aussi, donc bon, ce en quoi c'est plutôt ça, hein, parce qu'il faut aussi, à un moment donné, j'espère qu'on restera pas toute notre vie, c'est pour le bien d'Ajaccio, il faut que ça tourne, quoi. Sur le positionnement, à droite aussi, donc avec Laurent Marcangeli, il y a Ajaccio, le mouvement, vraiment ce mouvement pour Ajaccio. Il y a d'autres forces à droite comme les Républicains. Il y en a sur votre liste et puis il y en a qui envisageaient de faire cavalier seul. Oui, ouais, voilà, mais en fait, vous avez vu que dans la philosophie, le mouvement, c'est pas contre un tel ou un tel, c'est Ajaccio. Voilà. Le parti, c'est Ajaccio, donc je pense que Laurent Marcangeli a très bien expliqué la façon dont il voulait animer tout ça. Donc il n'y a pas, a priori, je dirais, de rejet. Voilà. Tous ceux qui veulent travailler pour Ajaccio, bon, c'est la bienvenue. Voilà. Son positionnement, lui, à titre personnel, il a expliqué. Hein, bon, il était effectivement aux Républicains. Il a quitté ce parti parce que la ligne politique qui était suivie par Laurent Wauquiez à l'époque ne correspondait pas du tout, plus du tout, je dirais, aux idées et à la façon dont Laurent imaginait les choses. Donc il a très clairement expliqué, c'est pas pour autant qu'il a épousé, on va dire, un autre parti. Et vous voyez bien que dans sa majorité, il y a des gens très proches, des adjointes qui ont, ou même le député qui est membre de la majorité municipale aussi, hein, qui ont toujours des responsabilités aux Républicains. Donc vous voyez bien que c'est pas parce que Laurent Marcangeli n'est plus adhérent qu'il va, après, du jour au lendemain, refuser ou fermer la porte à celles et ceux qui ont aussi des idées dans des partis, etc. Et puis le tout, c'est qu'il y a pris une convergence. Ça a toujours été son mode de fonctionnement. En 2014, il a réuni la famille de droite largement. Et puis voilà, il a toujours eu ce discours de rassemblement et pas d'opposition. Après, il laisse aussi les gens se déterminer, s'exprimer, parce que c'est quelqu'un qui respecte les principes de liberté. Après, le dénominateur commun, c'est à un moment donné la volonté de faire pour son territoire. Voilà, c'est tout ce qui importe. On parle des élections municipales. On a parlé de votre famille politique, d'Ajaccio le mouvement. Sur les autres forces en présence? Lesquelles? Il y en a beaucoup qui se sont déjà déclarés candidats. Contre vous? Bah, écoutez, moi je n'ai pas spécialement de commentaires à faire sur les on a déjà beaucoup à faire chez nous. Moi je suis en attente à titre personnel, mais je suis pas le seul, de propositions en fait et de projets pour le territoire. Je vois beaucoup d'injonctions paradoxales. À un moment donné, on dit qu'il faut sauvegarder le patrimoine et puis on propose des projets qui au contraire le détruit. J'entends pas forcément de vision de ville en opposition, enfin, sauf pour certains qui voudraient favoriser un entre-soi et ne pas ouvrir finalement, et ne pas donner finalement à Ajaccio la place qui doit être la sienne, hein, c'est-à-dire une place de capitale régionale qui, avec ses atouts et son potentiel, doit à un moment donné, à travers son rayonnement, faire rayonner tout un territoire. Voilà, moi je prends l'exemple toujours du projet du musée napoléonien. Ça n'a pas comme pour vocation uniquement de faire rayonner la ville d'Ajaccio, parce que quand on traite d'un sujet pareil, c'est Ajaccio dans le monde. Donc c'est la Corse, donc c'est voilà. Mais donc nous je sens par déduction sur certains courants plutôt une idée plutôt renfermée.
Alors que nous, on est plutôt sur quelque chose d'ouvert. Voilà. Mais après, pour le reste, je suis en attente des contradictions. J'ai hâte de pouvoir débattre sur un certain nombre de sujets. Nous sommes une majorité sortante. Nous avons un bilan que nous allons expliquer parce que nous rendons des comptes aux Ajacciens aujourd'hui. Nous allons, parce que nous sommes candidats, expliquer pourquoi nous le sommes au regard de ce que nous avons fait. Donc ça, c'est le minimum de démonstration que l'on doit à notre population. Et puis après, ceux qui se présentent contre nous, ils viendront opposer leur projet au nôtre. Et j'espère que ce débat aura lieu pour les Ajacciens. Et peut-être que de ces débats-là sortiront des choses intéressantes. Est-ce que c'est une campagne différente quand on n'est pas sortant et quand on l'est? Comment est-ce qu'on mène les campagnes? Oui, c'est vrai que c'est différent. Alors sur la première campagne, on avait effectivement un rôle d'opposant et donc critique. Mais simultanément, nous avions très rapidement eu le souci aussi d'être, parce que demain, si nous devions gagner, être en situation aussi de pouvoir conduire après une politique. Donc nous avions aussi travaillé sur le projet pour la ville. Donc il ne s'agit pas, c'est pour ça que quand je vois certains comportements d'arriver simplement avec des critiques qui parfois sont pas très 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 fondées non plus, et en face de ça, ne pas avoir d'offres alternatives, c'est un peu léger. Nous sommes et là effectivement sortant, nous sommes dans un autre exercice puisque nous devons effectivement rendre une copie, de dire voilà ce que nous avions prévu, c'est comme nous sommes en train de faire d'ailleurs. Nous sommes en train de faire des petites restitutions thématiques, on l'a fait pour les finances, etc. On a dit voilà quel était notre plan d'action. Et aujourd'hui, on est 5 ans ou 6 ans après, on en mesure ses effets. Donc on rend compte, voilà ce qu'on avait prévu, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, pourquoi ça n'a pas été fait, les conséquences et ce que ça a donné, etc. Donc voilà, alors on est vraiment dans un rôle de restitution et qu'après nous confrontons au projet que nous entendons mener sur ce deuxième mandat si d'aventure nous étions reconduits aux responsabilités. On entend souvent parler du désamour en fait du maire ou des adjoints pour ce type d'élection. C'est une élection compliquée, c'est un mandat compliqué que le mandat de maire. Mais vous pensez que c'est un beau challenge? Moi, à titre personnel, je considère que c'est un privilège d'avoir eu cette responsabilité. C'est beaucoup d'engagement. C'est pas toujours. C'est parfois un peu ingrat aussi parce que les mandats de proximité, ce sont des mandats très exposés. Donc on ne recueille pas au quotidien tout le temps de la satisfaction, mais ça c'est pas grave, hein, ça fait partie aussi ce qui est compliqué, c'est parfois aussi de bien expliquer ce qu'on entend faire. Puis c'est pas évident parce que sur des mandats de transformation, on pense en même temps qu'on vit en fait ces changements, donc c'est pas toujours simple. C'est vrai que c'est très prenant, c'est très exaltant. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire trop longtemps non plus parce que c'est usant. Mais après le désamour, je sais pas, il y a beaucoup d'exigences en fait. Il y a beaucoup de gens aussi qui souffrent. Et donc, la première porte à laquelle on vient taper, c'est la porte du maire. Donc le maire en fait, il reçoit tout d'un coup, de manière, c'est très humainement. En plus, quand on est sensible, comme c'est le cas de Laurent Marcangel, c'est quelque chose qui parfois humainement, parce qu'à côté on oublie souvent, mais on a une vie aussi, hein, avec une famille, des enfants parfois, et c'est pas toujours facile de tout concilier, mais c'est à la fois très exaltant, mais c'est très très prenant aussi. Vous êtes premier adjoint en charge des finances. On a beaucoup entendu parler ces derniers temps des porosités qu'il pourrait y avoir entre certains milieux, certaines dérives mafieuses, certains élus aussi sur des marchés publics, alors on n'a pas trouvé un élu qui nous ait dit à un moment donné je me suis sentie en situation de pression ou pas du tout. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous craignez, que vous avez vécu, que vous craignez de vivre? On peut toujours le craindre parce que on serait pas dans un fonctionnement on va dire normal et apaisé. Puis très honnêtement, vous avez affaire à une équipe, un exécutif municipal qui, à côté de ça, a une vie professionnelle aussi. Et honnêtement, on n'est pas venu en politique pour avoir des maux de tête de cet ordre-là. Très honnêtement, si demain on devait... je n'arriverais pas, je dirais, à manifester l'exaltation qu'est la mienne si je vivais au quotidien, je dirais, une dépression quelle qu'elle soit. Je pense que très simplement, si demain ce devait être mon quotidien, j'arrêterais. À titre personnel, hein, mais je pense que je peux parler aussi au nom du maire. Je pense qu'on ne peut pas d'ailleurs avoir l'énergie que l'on a aujourd'hui à mener les changements qu'on entend mener pour la ville
et d'avoir après, à côté de ça, des choses de cet ordre-là. Alors après, c'est complexe, on doit gérer des intérêts contradictoires, il y a des pressions, directes, indirectes, etc. Mais c'est normal parce qu'il y a des rapports de force qui s'expriment, voilà, et nous, on doit les concilier, on doit les réguler. L'idée, c'est quand même d'avoir une certaine idée de ce qu'on entend faire, il faut avoir de la rigueur aussi, on est une équipe très soudée, on sait où on veut aller, voilà. On sait aussi reconnaître nos erreurs, c'est pas le sujet, mais voilà, c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé aussi en amont. On ne peut pas rêver et s'improviser maire du jour au lendemain. Moi, je suis toujours surpris de voir les certitudes que peuvent avoir certains de briguer des mandats de cet ordre-là, quand on sait, je dirais, l'investissement que ça implique. Parler d'un sujet aujourd'hui important, celui de la précarité. C'est un sujet qui concerne tous les concitoyens. La Corse, première région la plus pauvre de France, en fait. Des tristes chiffres et cette précarité qui est grandissante. Alors, la collectivité que vous représentez n'a pas forcément de compétences, on va dire, en matière sociale. Et pourtant, il y a un centre intercommunal d'action sociale qui est là. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et ce que vous disiez dans une précédente émission, c'est vrai que le maire, c'est le premier pilier que l'on va voir quand on a des soucis. Oui, ce sujet-là, la question du social, en fait, qui est un sujet transversal, puisque en réalité, il touche en fait la façon dont on veut harmoniser et coordonner, on va dire, les fonctions vitales sur un territoire, a toujours été au cœur déjà du projet politique du maire candidat. L'adjointe déléguée, Caroline Canticiat, a fait un travail exceptionnel sur ce sujet, puisque on a été, sous son impulsion, on a été dans une anticipation en fait, institutionnelle des mutations que nous avons connues. Parce qu'en fait, la compétence de la ville, elle est au niveau communal, c'est le centre d'action sociale. La réalité, elle est supracommunale, parce que les flux de population, on ne peut pas raisonner uniquement dans le périmètre d'une ville. Voilà, il faut voir un petit peu comment... on l'a vu d'ailleurs dans différentes études que nous avons menées, comment se comporte, quels sont les flux en fait, d'une population sur un territoire. Donc on voit bien qu'on ne peut pas raisonner uniquement, je dirais, à l'échelle d'une ville. Et là aussi, on a appliqué un principe de solidarité, parce que la ville-centre aussi, elle doit jouer son rôle. Parce que la question de la précarité, elle ne peut pas être menée de la même manière par une commune périurbaine qui n'a pas les mêmes moyens que la ville-centre, en termes d'équipement administratif, etc. notamment. Et donc, il faut effectivement repenser la gouvernance à ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a été créé le Centre intercommunal d'action sociale, qui permet en fait de doter en fait la collectivité d'un niveau en fait d'intervention qui est plus pertinent en termes de bassin de vie. Les mutations institutionnelles que nous avons connues, elles nous incitent à repenser, je dirais, notre politique sociale et notamment en direction de la précarité, puisque la fusion des départements font qu'aujourd'hui la collectivité de Corse est le chef de file, puisqu'elle a récupéré les compétences des départements en matière d'action sociale. Et donc la question du positionnement intercommunal par rapport à ces questions-là qui doit jouer, c'est ce maillon intermédiaire, est tout à fait pertinent. Il était donc très intelligent d'anticiper ces mutations institutionnelles. Alors après, vous l'avez dit, les indicateurs, on les connaît depuis longtemps. Malheureusement, on est un peu... il y a des records sur le territoire en termes de précarité, puisqu'il y a des gens qui sont plus pauvres que la moyenne nationale. Et puis il y a des situations intermédiaires, ce qu'on appelle les invisibles, en fait, les populations qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, comme on dit, qui sont dans des revenus médians, en fait, qui ne permettent pas de pouvoir capter telle ou telle aide, etc. C'est presque un tiers de la population sur la communauté d'agglomération, et qui pose de vrais problèmes, en fait, d'identification, parce qu'on a estimé, en fait, que il y a aussi un phénomène de famille monoparentale qui vient fragiliser un peu plus. Parce que quand on est parents séparés, pour se loger, c'est plus compliqué, pour se nourrir, etc. Et quand on a des enfants à charge, bon, voilà. Donc il faut à un moment donné qu'on arrive à définir un revenu qui permette de joindre les deux bouts, comme on dit, et de pouvoir faire face, je dirais, à un certain nombre de charges. Donc c'est un sujet qui, sur une population qui est extrêmement vieillissante, la plus vieillissante bientôt du territoire national, parce qu'on est juste derrière le Limousin. Des jeunes on assiste à un phénomène de migration des jeunes. Donc dans quelques années, vous allez avoir 2 retraités pour un jeune actif.
C'est un vrai sujet de société, ça. Comment, à un moment donné, sur une région de 300 000 habitants et quelques, on arrive, je dirais, à pouvoir, organiser l'avenir de ce territoire. Bon. Donc, vous voyez bien que ce sujet-là de fragilité, si à un moment donné, on n'agrège pas, je dirais, les différentes actions, qu'elles soient institutionnelles, associatives, puis même, je dirais, les initiatives privées, eh bien, on a des... Et puis, en plus, on a des disparités de territoire. Donc, c'est pour ça que ce CIAS, ce regroupement aussi, ça permet aussi à un moment donné de corriger des fragilités qui sont aggravées aussi par des situations de vie dans le rural qui sont beaucoup plus dures que dans l'urbain, parce qu'on n'a pas accès on a accès plus difficilement à certains services, etc. Donc c'est beaucoup plus pénalisant. Vous êtes le grand argentier de la ville, et souvent, social et finances ne font pas bon ménage. Alors, moi, j'ai jamais été féru de la dichotomie qui consistait à opposer le social à l'économique. Au contraire, je pense que de toute façon, à un moment donné, on ne peut pas mettre en place une politique de gestion d'une population en mettant de côté ceux qui, entre guillemets, finalement, n'intéresseraient peu ou pas le système. En l'occurrence, les personnes en situation de fragilité, parce qu'une politique publique, elle doit effectivement, à un moment donné, identifier l'ensemble des besoins sur son territoire et apporter des réponses en fonction de ces besoins dans ces domaines de compétences, bien évidemment. Et d'ailleurs, quand on prend les axes stratégiques que l'on a identifiés et développés dans le cadre de notre projet urbain, l'axe du développement économique et social, il est pas séparé. Quand on raisonne par exemple sur la question du logement, dont on sait les difficultés qu'ont certains en termes d'accession au logement. Nous, une de nos problématiques de territoire, à travers la thématique plus large de la redynamisation, parce que redynamiser une ville, c'est d'abord faire en sorte qu'il y ait une population qui y vive. Donc, quand on voit que pendant des années, il y a eu un phénomène de migration des Ajacciens qui sont partis vivre dans d'autres communes pour X raisons, enfin c'est X raisons d'ailleurs, il faut s'interroger pourquoi ils sont partis dans d'autres communes, parce que la difficulté de se loger, qualité de vie, etc. C'est des points qu'il faut identifier parce que ce sont des points sur lesquels il faudra apporter des mesures correctives pour favoriser, en fait, pour réorganiser les conditions d'un retour en centre-ville. Déjà des Ajacciens. Après, il faudra réfléchir sur l'évolution démographique que l'on entend mener sur son territoire. Mais pour revenir en centre-ville, ça ne suffit pas simplement de dire venez à Ajaccio, c'est super. Il faut dire on peut s'y loger. Donc la question de l'aménagement des futurs écoquartiers, je pense notamment au Finosel ou au quartier de la Miséricorde, avec le déplacement de l'hôpital, doit nous interroger sur le type de logement et de population que l'on entend, je dirais, voir habiter et revenir. Après, cette population, nous, on a affiché plutôt, puisqu'on a une population qui est quand même vieillissante, c'est de s'assurer à un moment donné une pérennisation de territoire, de dire, il faudrait peut-être s'assurer qu'il y ait une population aussi active, qui vienne en centre-ville, donc y vivre, donc y travailler. Donc la question du développement économique, vous voyez que le développement économique et le social se rejoignent, c'est de dire à un moment donné, mais quel modèle économique la ville d'Ajaccio, voilà, les services tertiaires, le commerce, le tourisme, avec un tourisme avec une identité que nous sommes en train de réécrire à travers le patrimoine très fort qu'est le nôtre, la pépinière d'entreprise avec le travail qui est mené aujourd'hui par la M3E à travers notamment Marie-Antoinette Santon-Brunel qui sur l'ancienne caserne Grossette, où là aussi on donne un signal très fort sur la question du développement économique sur notre territoire, la question des nouvelles technologies, la question de la formation aussi. On n'est pas une ville universitaire, comment peut-on corriger en fait ce déficit en termes de formation? On a vu une école du design qui s'est créée. Donc tout ça, ce sont des éléments qui permettent, qui favorisent en fait un retour d'une population active qui peut vivre dans un territoire qui est agréable, où il se passe de belles choses, et qui donne aussi la possibilité de pouvoir travailler et élever ses enfants. Voilà, donc tout est lié, en fait. On parlait de cette transversalité, vous parliez de cette transversalité. C'est pour ça qu'on a souvent des maux de tête, c'est parce que tout est lié et qu'on gère ce qu'on appelle la complexité. Voilà, de prendre les sujets les uns indépendamment des autres, c'est ce qui conduit souvent à des impasses. Merci beaucoup Stéphane Eusbradge d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Prêt pour la campagne ? Prêt. À très bientôt. À bientôt, merci.